Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème analyse d'animation. Pour rappel, mon métier c'est toujours animateur 3D et à travers ce format j'essaye de vous transmettre un peu ma passion pour l'animation et le savoir un peu plus technique qu'il peut y avoir autour. La dernière fois on avait parlé du Chapeau T2 et de son style graphique particulier. Aujourd'hui on parle d'une autre œuvre au style graphique particulier qui nous vient tout droit du studio Fortiche, Arcane. Pour ce 6ème épisode, j'ai choisi Arcane parce qu'on n'avait toujours pas abordé de production française dans ce format. Et on va voir justement que les Français se débrouillent pas trop mal en animation. On est donc parti sur cette analyse d'Arcane qui, comme je le disais, a donc été fait en France par les studios Fortiche qui sont localisés à Paris même. Et on va voir qu'il y a en effet beaucoup de choses à dire sur cette série, donc j'ai pris quelques scènes sur différents épisodes. Je précise que c'est bien sûr mieux que vous ayez vu la série avant parce qu'il va y avoir du spoil, je vais parler de scènes un petit peu clé des fois dans l'intrigue, donc regardez la série avant de regarder cette vidéo évidemment. Donc j'ai choisi d'abord bien sûr la scène d'intro de la série, ça me paraissait normal de commencer par là. Donc en fait la toute première scène à laquelle on est confronté, elle va tout de suite poser un peu le ton de la série. On voit tout de suite qu'on va être sur un ton très grave, très sérieux, et qu'on sera pas sur de l'animation pour enfants clairement. Donc voilà, on est que sur des tons très rougeâtres, on est tout de suite dans une ambiance de guerre, de massacre. Il y a un écho assez sordide avec le titre de l'épisode qui s'appelle Welcome to the Playground, donc bienvenue dans la cour de récré, sachant que la cour de récré en question, on voit tout de suite que c'est une espèce de guerre, et en même temps c'est en totale cohérence avec le personnage de Jinx, puisque pour elle la guerre c'est un peu un jeu, c'est un peu sa cour de récré justement. Et donc voilà, dans cette première scène on découvre ces deux filles, Violet et Powder, qui en fait découvrent leurs parents morts, hein, ça commence tout de suite là-dessus, on est tout de suite mis dans l'ambiance. Alors on va bien sûr parler du parti pris graphique du film, qui est un petit peu rapprochable à celui du Chapeau T2, puisqu'on a voilà des textures très peintes. Donc j'ai regardé tous les making-of qu'a fourni Riot Games avant de faire cette vidéo. En fait il y a un moment où on demande à une artiste comment vous faites cette texture avec l'aspect peinture, et elle lui répond tout simplement bah on vient peindre la texture en fait. How do you texturize something to look like a painting? We paint. Et oui, clairement, il n'y a pas de secret, c'est juste une texture en fait où on est venu coup de brush après coup de brush mettre la texture. Et donc cette première scène, elle regorge déjà de plein d'idées scénaristiques et artistiques qui nous montrent qu'on va être sur un produit visuel vraiment abouti et vraiment innovant. Voilà, on a des espèces de pop frames comme ça, un petit peu à la New Generation, on a des petits slow motion comme ça. Là, sur l'explosion comme ça, on voit qu'il y a des FX de fumée qui sont en 2D. Donc eux, toujours, c'est le décalage avec l'animation 3D, donc c'est en 12 images secondes pour les effets spéciaux et en 24 images pour les animations. Et là, on va découvrir le personnage de Vander qui est en train de se tabasser en silhouette juste avec un autre personnage. Donc là tout le travail de silhouette est ultra important, il faut qu'on comprenne bien où se font les forces. Là on voit que Vander il vient s'appuyer sur ce pied là et qui va donc basculer le personnage là-bas. On voit qu'il vient se placer au-dessus de lui, qu'il lève un bras. Juste par le travail de silhouette en fait on comprend toutes les forces qui agissent, tous les mouvements qui vont se faire. Et voilà, le point est bien mis en évidence, on a tout le corps de Vander qui descend avant et le point qui est encore en l'air, et hop, en quelques frames le point vient toucher la cible et il va en remettre un autre petit pour la route. Et là on voit enfin son visage, Vander. Il se retourne dans ce super posing encore une fois. Donc quand je dis posing c'est tout simplement le mot pose en français, hein, mais voilà en animation on a l'habitude de dire des posings. Et donc voilà, Vander va devenir leur père adoptif. Il y a tout un jeu de regard, il n'y a pas de parole entre eux, mais en fait ils se comprennent et ils communiquent juste par les regards et les quelques intentions d'émotion qu'ils donnent. Et donc ouais, sacrée scène qui donne le ton vraiment dramatique de la série et qui nous montre qu'on va pas rigoler tout le temps. It wasn't her. Alors pour la deuxième scène que j'ai choisie, ça se passe dans l'épisode 4, on saute direct à l'épisode 4, où en fait on va se retrouver un petit peu seul avec Jinx et on va voir un peu comment elle pense. Et en fait tout ce qui est intéressant dans ce genre de scène, il y en a plusieurs dans la série, c'est qu'on essaie vraiment de nous plonger dans la tête de Jinx, dans son esprit vraiment dérangé. Donc on a un rythme de scène en fait qui vient complètement contraster avec tout le reste de la série. On passe des fois de plans très statiques à des fois des enchaînements de 3-4 plans très rapides. On voit des apparitions d'êtres qui ne sont pas là, hein, c'est sûrement ce qui se passe dans la tête de Jinx. Là j'aime beaucoup ce passage d'acting où Jinx elle a vraiment une réaction naturelle pour sortir son mot. Ça sent qu'il y a vraiment une référence solide derrière, que je pense que quelqu'un s'est filmé, qu'il a essayé de faire exprès d'hésiter, ou je sais pas comment il a capté cette hésitation, mais c'est vraiment bien retranscrit. Oh, just some wannabe street trash. Avec voilà le corps qui se lance dans un élan, qui est prêt à sortir le mot, mais en fait le mot vient pas tout de suite, donc les mains viennent trembler pour un petit peu amener la fin de la phrase, et c'est vraiment bien foutu. Voilà, on a des plans comme ça avec une vue subjective depuis un truc qui pendouille. C'est un peu comme pour New Generation, c'est que en fait Fortiche ils ont une volonté de rendre chaque image intéressante. En fait on peut s'arrêter à chaque image et ça sera forcément stylé. Et ouais, vraiment on ressent qu'il n'y a pas un cadrage qui est négligé, vraiment tout est travaillé de bout en bout. Et ouais, pour cette scène là je vais pas trop m'attarder parce qu'on va en voir une autre scène avec Jinx comme ça. Et en tout cas ouais, c'est le genre de scènes très cool qui viennent étoffer le personnage de Jinx et qui nous montrent à quel point elle est plongée dans sa folie constamment.
Alors la prochaine scène dont on va parler, c'est évidemment celle de la punching machine, qui était je crois une des scènes qu'ils avaient teasé avant que Arcane arrive, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, un des premiers éléments qui est vraiment intéressant dans cette scène, c'est cette alternance entre les plans de Jinx et les plans de Vi qui est venu avant elle sur cette punching machine. En fait, tout ce qui est un peu mécanisme et tout, on va le voir de très près parce que c'est une des thématiques principales de la série aussi, tout ce qui est la mécanique et l'évolution un petit peu des technologies. Alors là, petit détail, mais ça me fait penser parce que je le vois, on voit que le manche de la poignée ici, c'est pas un cercle parfait, et en fait ça c'est aussi une volonté qu'ils ont mis dans toute la série. En fait, ils ont trouvé une astuce pour rendre l'image plus intéressante, c'est de ne jamais faire de cercle parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cercle qui est parfaitement circulaire dans la série, que ce soit les pupilles, les iris, ou du coup cette poignée qu'on voit ici. C'est toujours des cercles un petit peu irréguliers et qui ne sont pas parfaits, et en fait le seul objet qui déroge à cette règle, c'est l'orbe bleu qu'on voit dans la série, qui lui pour le coup est parfaitement sphérique. En tout cas, je trouve que c'est une idée hyper intéressante pour venir un peu enrichir l'image et casser ce côté trop parfait que peut avoir un cercle qui est justement bien circulaire. Donc elle actionne la punching machine, on a ce magnifique plan là qui est super beau dans la mise en scène avec vraiment la punching machine qui est bien mise en avant, le corps de Jinx qui est complètement inerte, tout droit comme ça, alors qu'on sait bien sûr qu'il va se passer une grosse scène d'action. On a plein de lignes qui apparaissent à l'écran pour nous représenter son esprit qui bouillonne de rage, et là tac, elle se redresse, on voit qu'elle mordit sa lèvre. D'ailleurs on voit dans ce plan là ce que je disais que sa pupille n'est pas complètement circulaire, on voit ici que c'est un peu cassé. Donc là ça part, elle se met à taper la machine, on voit des petits flashbacks en même temps. Là j'adore ce point de vue avec la machine qui vient littéralement nous mettre ses coups de poing dans la gueule. En fait on est vraiment à la place de Jinx, on voit ce qu'elle doit esquiver, à quelle vitesse ça arrive. D'ailleurs quand on regarde image par image, du coup on peut voir les transitions. Ici c'est juste un volet comme ça vers la gauche. Là on passe sur un beau plan dynamique en travelling et on va voir du coup les transitions entre Vi et Jinx. Ici on a une Vi un peu fantomatique qui apparaît comme ça. Donc voilà, les deux personnages esquivent, la Vi s'apprête à frapper mais hop on repasse sur Jinx qui frappe, puis ensuite on repasse sur Vi qui frappe aussi. En fait c'est le genre de scène où ça va tellement vite qu'en vitesse réelle on comprend pas tout ce qui se passe clairement. Là on est sur une scène très rapide mais on passe aussi par des moments très lents comme ça. En fait on nous habitue jamais au même rythme pour que vraiment on soit submergé visuellement, et le fait qu'à vitesse réelle on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe, que l'image nous échappe un peu, mais ça va rajouter à la fascination qu'on va avoir à la scène. Donc tout est bien pensé comme ça, et du coup ce combat contre la punching machine devient presque un combat entre Jinx et Vi, bien sûr, hein, c'est l'intention. On voyait que sur les derniers plans là il les opposait une à gauche une à droite, et là elle porte le dernier coup, elle est à bout de force, elle a pas réussi à faire le record mais elle se place quand même en deuxième, donc elle reste derrière sa grande sœur, hein. Et là elle passe sur un posing comme ça avec les genoux qui sont vraiment rentrés vers l'intérieur, on comprend vraiment toute sa fatigue, elle a les mains posées, elle est courbée, vraiment elle est à bout de force, et finalement elle va juste sortir son flingue. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le multi-bras, avec pour le coup le multi-flingue, hein. Image doublée pour rajouter à la rapidité du mouvement, elle en a marre, elle sort son flingue, et elle shoot sur la cible, qui transitionne avec la scène d'après avec le logo du bar. C'est vraiment classe. Alors ensuite, une scène que j'étais obligé d'aborder, je pense, parce que ça doit être une des scènes préférées des gens, je pense. L'affrontement entre Echo et Jinx. Dès le début, je trouve ça hyper intéressant, les posings qu'ils vont prendre. Voilà, on a vraiment des posings hyper intéressants comme ça. On a un Echo qui est un petit peu en mode mépris, un peu avec le menton relevé, en dédain. Alors un truc hyper important en animation, c'est quand on pose nos personnages, quand on fait le posing de notre personnage, il faut vraiment éviter à tout prix d'avoir un corps qui est tout droit comme un I. En fait, ça va rendre le personnage stoïque et pas très intéressant visuellement. Donc faut toujours réussir un petit peu le tordre, le désaxer d'une manière ou d'une autre, ou le désymétriser pour que ces silhouettes soient riches et intéressantes. Et donc là justement quand on regarde Echo, on pourrait se dire qu'il est globalement droit, alors que c'est pas vraiment le cas. En fait il est bien en place au niveau de ses jambes, mais en fait son corps se désaxe un peu, et avec sa tête penchée, ça vient en fait, si on venait dessiner une courbe, ça vient faire une courbe comme ça un petit peu sur son corps. Pareil au niveau de ses bras, on voit qu'il a à peu près la même pose de bras, mais ici il y a un écart un peu plus important entre son corps et son bras par rapport à ici, ce qui fait qu'il est pas complètement symétrique. Et ensuite on a cette grosse source de lumière derrière lui qui vient vraiment lécher tous les contours du personnage et nous faire apparaître ce posing vraiment de manière claire. Donc pareil, il garde sa pose presque fixe, mais avec le petit pendule qui bouge, mais en fait on a toujours quelque chose qui bouge à l'écran. Pour le posing de Jinx de l'autre côté, c'est assez différent. Elle est plutôt la tête vers le bas, elle est plutôt dans une sorte de colère un petit peu qui se contient. Pareil, son bas du corps est assez droit, mais en fait on voit que tout son corps est un petit peu twisté, un petit peu tourné vers l'arrière, ce qui fait qu'elle a un bras qui lui passe derrière le dos et un bras qui passe plutôt devant avec l'arme bien en évidence. Donc encore une fois la symétrie est bien désaxée, et là on a d'autant plus de mouvement à l'écran malgré qu'elle soit fixe, puisqu'on a le pendule de Echo qui vient passer devant Jinx à chaque fois, avec bien sûr, ça vous aura pas échappé, cette magnifique transition entre la Jinx adulte et la Jinx enfant ici. La mise en scène d'Arcane, de toute façon, c'est vraiment 10 idées secondes, hein. J'aurais pas assez d'une vidéo pour parler de tous les effets qui sont pensés. Donc voilà, Echo va activer ici son chronomètre. Bon, les joueurs de League of Legends, vous devez le savoir, mais Echo, il contrôle le temps, bien sûr, dans League of Legends. Si jamais vous n'êtes pas joueur de League of Legends, voilà, faut le savoir, Echo, il contrôle le temps. Et il a notamment un sort qui est connu, qui lui permet de remonter, en fait, de 4 secondes dans le temps et de refaire une action dans le jeu, c'est ce qui est super pratique, bien sûr. Et donc là, il fait ça, et on passe sur des plans où, en fait, les deux personnages vont être en version enfant.
et où on va avoir un parallèle entre leur affrontement quand ils sont adultes et leur affrontement quand ils étaient enfants et qui jouaient avec des billes de peinture. Rien que pour arriver à sa pose clé là, quand elle va tendre son arme, hop, ça va switcher, c'est vraiment très beau. Donc aussi vous aurez vu que le style graphique a changé à ce moment-là, on est sur un style encore plus dessin, encore plus 2D. Je pense que ça reste sur une base 3D, là je suis pas capable de vous le dire, mais je pense que ça reste sur une base 3D avec soit un filtre, soit ils sont venus à la mano peindre par-dessus. Mais voilà, on voit le tir qui part, on voit Echo qui court, on voit que ce qu'on croit être une bille de peinture, c'est dans la réalité une vraie balle de pistolet. Alors oui, un fait insolite aussi sur cette scène. En fait, l'animateur qui s'est occupé de cette scène pour faire la course de Echo enfant, il est venu en fait prendre une référence en vidéo de son propre fils. Il est venu enregistrer une référence de son propre fils pour vraiment avoir une vraie référence d'un enfant qui court, parce que voilà, un enfant ça court pas comme un adulte. Jinx tire plusieurs balles, Echo les esquive, et là on voit que l'enfant est touché par la bille de peinture. Donc là on se demande, est-ce que le vrai Echo est touché par la vraie balle de pistolet du coup? Et en fait, avant même qu'on le sache, Echo va utiliser son pouvoir pour remonter le temps, et là la scène va se rejouer, mais juste quand ils sont adultes. Et cette fois bien sûr il se fera pas toucher par la balle, puisque du coup il a remonté le temps pour rejouer la scène différemment. Voilà, pareil là, quand il va lui asséner le coup, on voit le genre de silhouette bien marqué qu'il a. On voit par exemple que ses jambes ne sont pas alignées. S'il sautait avec ses deux jambes alignées et du coup qu'on voyait qu'une seule jambe ici, ça serait très moche. Là en fait on nous montre bien les deux jambes séparément. Voilà, on a vraiment un corps tout en tension. Voilà, on a tout l'avant du corps qui part, le bras qui est complètement cassé pour venir porter son coup. Et on se prend presque le coup avant Jinx. Et là hop, on sent toute la puissance du coup, avec le bas du corps de Jinx qui est complètement arqué vers l'extérieur et qui va tac passer complètement penché là-bas avec les jambes qui sont encore au même endroit. Et ça la fait tourner au point qu'elle arrive le visage face à nous. On a aussi le détail de ces longues tresses, les longues tresses de Jinx qui viennent accompagner la trajectoire et qui nous font vraiment comprendre toute la vitesse qu'elle a pris en se prenant ce coup. Donc voilà, elle se fait complètement dominer, elle est au sol. Et là Echo retient son point final parce qu'il revoit son visage d'enfant. Et ça me permet de vous parler d'un autre truc que j'ai vu dans le making of. En fait, ils ont un rig spécial pour Jinx. Pour un rig, pour vous faire simple, c'est les outils qui permettent de venir, les contrôleurs qui permettent de venir animer les personnages. Et en fait, pour Jinx, ils ont développé un moyen de changer son visage pour lui faire aller plus vers le curseur enfant ou adulte, mais sur le visage de la Jinx adulte toujours. C'est-à-dire que la Jinx adulte peut avoir un visage de la Jinx enfant un petit peu. Je trouvais ça super intéressant et je pense que c'est utilisé dans cette scène avec Echo un petit peu là pour vraiment rendre son visage très triste et pour vraiment amplifier ce côté innocent. C'est vraiment juste une enfant. Et là, alors qu'on la pense battue, elle lâche une petite grenade. Et du coup, on a Echo qui passe d'une émotion de tristesse à une émotion d'incompréhension et de surprise. Et ensuite, ça fait boum. Donc ouais, rien à dire, super scène de combat, super innovante avec plein de belles idées. Alors ensuite, une petite scène que j'avais trouvé super intéressante avec le personnage de Victor qui en fait va réapprendre à marcher et à courir. C'est vraiment une scène qui est chargée d'émotions et qui est encore une fois assez bien mise en scène. En fait voilà, on va voir qu'il va poser ses pieds de manière un petit peu maladroite et qu'il va commencer en fait d'abord à marcher en boitant. Il va y avoir une belle progression dans la scène et il va y avoir tout un jeu avec la caméra aussi, on va le voir. C'est-à-dire que voilà, là il commence à trottiner un petit peu, il commence un début de course et là il va trébucher. Et jusqu'ici en fait la caméra le suivait à la même vitesse que lui et donc là il trébuche un peu dans sa course et là du coup la caméra prend de l'avance sur lui. Lui, il arrive à se remettre plus ou moins dans sa course et hop, il se remet à bien courir. Et là, en fait, il va rattraper petit à petit le rythme de la caméra. Donc, il y a vraiment comme un espèce de dialogue un peu entre la caméra et le personnage. Je trouvais ça vraiment bien pensé. Et là, on a vraiment des plans super flous parce que du coup, ça y est, il arrive à maîtriser sa course hyper rapide. Donc, ouais, voilà, juste une petite scène sur laquelle je voulais porter votre attention que je trouve vraiment chouette. Scène de l'épisode 8, hein, j'avais oublié de préciser. Alors ensuite on passe sur une scène un peu bourrine avec Jace et Vi qui vont déchaîner un petit peu leurs nouveaux équipements. Voilà, avec l'entrée en scène de Vi qui est vraiment badass. Quand on regarde image par image, tac, on passe par des silhouettes qui sont carrément découpées comme ça. Puis hop, on a un shaky cam qui s'arrête petit à petit sur l'image pour qu'on comprenne vraiment en slow motion. Et après on se rapproche encore plus de l'impact pour vraiment voir ce qui se passe. Et hop, ça s'enfonce encore plus dans la tête de l'ennemi. Et là le choc n'est même pas terminé parce que du coup, paf, il y a une explosion en plus. On a le petit Jace qui réagit en mode ah oui quand même. En fait là on voit qu'ils sont encerclés d'ennemis un peu semblables. Et donc là pareil c'est une scène où en fait les personnages vont utiliser des attaques qu'on peut un peu retrouver dans le jeu League of Legends. Ça fait un moment que j'ai pas joué moi mais je me rappelle que voilà les attaques de Jace et Vi c'est un peu ça qu'ils ont. Donc on pourrait qualifier cette scène un petit peu de fan service, mais en fait même dans cette scène là il y a tellement de travail de mise en scène, de recherche graphique qu'on peut juste rien blâmer, c'est juste trop beau quoi. Et voilà, Jinx qui change son arme, ça c'est un truc qui est possible aussi dans League of Legends. Là quand on vient voir image par image c'est vraiment pas mal aussi ce qu'ils ont trouvé. En fait il tire, il y a une espèce d'explosion électrique et en fait il y a une frame où il a les yeux vraiment complètement bleus. Ça fait d'autant plus ressortir l'aspect il y a eu un flash ultra rapide avant que le sort se déclenche. Et du coup là on voit bien le mélange avec les effets spéciaux 2D qui viennent s'intégrer dans ce décor et ces personnages 3D. En fait on voit que ça se marie super bien parce que vu que les persos sont eux-mêmes avec un aspect un peu peinture, un peu 2D, ça se mélange nickel hein. J'aime beaucoup aussi l'acting qu'ils font aux personnages
Là on voit que Jace il passe d'abord par une espèce d'intention de colère, mais en fait ça lui passe un petit peu, il se tourne vers un autre, puis hop il va resserrer les dents. En fait il passe par plusieurs micro-expressions et on comprend vraiment que dans sa tête c'est en train de bouillir un peu. Puis ensuite il tire sur plusieurs ennemis, il dégomme plusieurs ennemis comme ça d'affilée. Et en fait on n'est pas du tout préparé à voir ça, mais hop il tire sur un enfant. Et en fait une scène qui se voulait un petit peu épique, un peu baston général, ça tourne en fait directement au drame super triste. Donc ouais c'est vraiment la série qui va jamais te lâcher dans tes émotions, qui va tout le temps essayer de venir te prendre à contre-pied. Donc ouais une bonne scène de baston qui envoie quand même du lourd. Alors ensuite on passe sur une scène de l'épisode 7 avec encore une fois Jinx toute seule. Donc on va pouvoir retrouver un petit peu les codes qu'on avait vus dans l'autre scène avec Jinx, avec voilà plein de choses qui se passent, plein de brouillage. En fait on nous met vraiment dans la tête de Jinx, avec ces petits dessins qui viennent se rajouter par-dessus les éléments. On vient de passer plusieurs plans très près de Jinx et ensuite on va avoir un plan plutôt éloigné, qui donne un peu de recul sur la situation, qui nous permet vraiment de voir ok elle est vraiment starbée cette meuf en fait. Voilà là même quand elle va se shooter dans la jambe, on va avoir tout le cadre qui va trembler comme si on s'était fait nous-mêmes shooter. Là il y a cet acting que je trouve super fort aussi, elle passe par plein de micro-expressions. Là elle serre les dents comme si elle essayait de rigoler, mais en fait ses yeux ils restent complètement tristes. Il y a des gros contrastes en fait au sein même de son visage et ça montre vraiment à quel point elle est perdue dans sa tête. Voilà on passe par des scènes des fois au rythme un peu plus lent, puis hop on réenchaîne sur plein de plans qui vont très vite. Ce jeu avec le miroir cassé qui fait plein d'œils de Jinx ici, qui fait un petit peu comme toutes les voix qui doivent parler dans sa tête aussi, avec sa bouche aussi là. Donc ouais ça doit être un bel exercice de représenter la folie comme ça au cinéma et dans l'animation. Et je pense que c'est vraiment pas si facile qu'on le pense. On pourrait se dire que suffit de mettre plein d'images un peu random et ça rend quelque chose, mais ça sera pas forcément esthétique. Là c'est bien géré dans le rythme en fait justement, où on nous plonge dans son état d'esprit et où on comprend quand même ce qui se passe à peu près. Et voilà comme je disais il y a des plans où on a le recul sur elle, donc on voit quand même vraiment ce qui se passe dans la réalité des choses. Et donc ouais Jinx peut être le personnage le plus réussi d'Arcane, hein, je ne sais pas. Et pour finir, j'ai pris une scène du dernier épisode, l'épisode 9, avec le combat entre Vi et Sevika, qui est un combat qui dure un peu de temps quand même, et où il se passe pas mal de choses. Donc là en fait on va vraiment essayer de nous montrer la lourdeur des coups, la puissance de chaque coup. Là on repasse sur des plans très ralentis avec le poing qui s'enfonce dans le ventre, le pied qui se décolle du sol. Là c'est marrant quand on regarde image par image, on voit qu'il y a ce rond de fumée qui se forme avant même que le personnage soit passé là. En fait ça va tellement vite que l'air se distord un petit peu derrière le personnage, et là bam, l'écran devient tout flou. On a toute la traînée de lumière qui vient appuyer la trajectoire du point de vie. Là on passe sur le bar et tous ces objets qui sont complètement immobiles mais qui vont pas l'être pour longtemps. Il en faut plus que ça, elle repart tout de suite à la charge. Faut souligner aussi que c'est assez rare de voir une scène de baston aussi violente entre deux femmes. En fait c'est deux femmes vraiment musclées, vraiment costaudes, et ça donne un type de combat qu'on a rarement vu je pense. Parce qu'en fait ça reste un combat puissant mais il faut garder quand même une certaine féminité pour nous rappeler que c'est deux femmes qui se battent, et c'est assez original je trouve. Donc après en plus il y a plein d'idées qui sont trouvées, comme là par exemple la lame de cette épée dont on voit un petit peu chaque mouvement fissurer l'écran. Là il y a des grands mouvements comme ça qui sont très chouettes. On passe des fois comme ça par des écrans où on a un filtre rouge carrément parce qu'on se prend la vague de la lame qui lance son onde comme ça, puis l'onde va découper tout le décor derrière. Ça je trouve ça vraiment impressionnant. Là elle encaisse plusieurs vagues de coups et là elle arrive à lui planter son épée dans le poing. Donc là encore une animation assez intéressante. En fait Vi perd l'usage d'un de ses poings et il se trouve que c'est des poings comme on l'a vu hyper massifs, donc certainement hyper lourds, et ça l'entraîne tout de suite au sol. Donc ça c'est encore un type d'animation qui a dû demander une bonne référence sur le côté comment je me déplace si j'ai un énorme poids qui m'entraîne vers le sol et qui est en plus attaché directement à mon corps. C'est vraiment ça que j'adore dans l'animation, c'est qu'on sera jamais face à la même situation. Tous les jours on est vraiment face à des situations qu'on n'a jamais animées. Alors je dis pas, ça se répète des fois, mais pour le coup d'avoir une femme musclée avec un poing qui l'entraîne au sol en étant lourd, je pense que ça arrivera pas tous les jours. Donc finalement elle se débarrasse de son autre point. Donc là il y a une explosion qui coupe l'électricité, on va passer dans des plans dans l'obscurité. Encore une nouvelle idée hein. Et à partir de là le combat n'est éclairé uniquement par leurs équipements et leurs armes. Ça donne des belles apparitions de l'action comme ça. On passe par des plans au ralenti, en fait la Vi a le temps de préparer son prochain plan. On voit qu'il y a le bras de Sevika qui s'avance vers nous. Mais là la main de Vi arrive plus vite, tac. Elle lui saisit le bras, et à partir de là c'est fini hein. Elle lui arrache le bras comme ça. C'est assez gore en vrai ce passage. Et là Sevika peut plus faire grand chose. Et ça se termine comme ça. Donc ouais, je pense que c'est une des scènes de combat les plus longues de la série Arcane et franchement je le trouvais vraiment chouette, j'étais obligé de l'analyser un petit peu. D'ailleurs s'il y a une scène d'action dans Arcane qui vous a marqué et que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire hein. Je pense qu'Arcane c'est le genre d'œuvre tellement riche que je pourrais sûrement faire un épisode 2. En plus avec la saison 2 qui va arriver, bon voilà. Et voilà, quand même on aura fait le tour de pas mal de choses de la saison 1 je pense. Et nous voilà arrivés au bout de cette 6ème analyse d'animation. J'espère qu'elle vous a plu, j'avais pas mal de choix d'œuvres à analyser dans ce format, mais j'ai vu justement un commentaire demandé à Arcane, donc j'ai commencé par ça. Et du coup voilà, je le rappelle, tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochaines œuvres que tu aimerais voir dans ce format d'analyse d'animation. Pour me soutenir, c'est simple, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve d'ici 2 semaines comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.